Bonjour et bienvenue sur Mediapart. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete! Non me lo toglierete! Cette femme, Giorgia Meloni, a 45 ans. Elle pourrait devenir ce dimanche la première femme à diriger le gouvernement italien. C'est une admiratrice assumée de l'ancien leader fasciste Benito Mussolini à l'extrême droite. Toutes les élections en Italie et leurs conséquences pour l'Europe et la France, on en parle aujourd'hui avec nos journalistes Romaric Godin et Cécile Debarge et l'autrice et traductrice Hélène Frappa. Cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements, donc abonnez-vous. Bienvenue, c'est à l'air libre, l'émission de Mediapart. Mais d'abord, nous sommes avec Lénaïque Bredou. Salut, Lénaïque Bredou, journaliste à Mediapart, responsable éditorial aux questions de genre. Lénaïque, hier soir, dans l'émission C'est à vous, la députée écologiste Sandrine Rousseau a été interrogée sur des alertes reçues par son parti EELV concernant le secrétaire national de ce même parti, Julien Bayou, qui est aussi député de la NUPES, député écologiste, concernant des accusations de violence psychologique contre son ex-compagne. On regarde. J'ai reçu très longuement, et je me suis entretenue vraiment très longuement, je l'ai reçu chez moi, l'ex-compagne de Julien Bayou. Je pense qu'il y a des comportements qui, en effet, sont de nature à briser la santé morale des femmes. Manifestement, elles sont plusieurs. Moi, je n'ai entendu qu'un seul témoignage. Ça fait partie des questions qui vont venir sur la table. Et éventuellement, voilà, Julien Bayou qui devra renoncer peut-être à ses fonctions au sein de votre parti. On verra, step by step. Step by step, dit Sandrine Rousseau. Depuis hier soir, Lénaïque, il y a des articles dans tous les sens. Indignation sur les réseaux sociaux, en mode Sandrine Rousseau savait et elle n'a rien fait. Elle, la politique féministe. Lénaïque, factuellement, que sait-on à ce stade? Eh ben, on ne sait pas grand-chose, ou très peu de choses. En fait, c'est dans ces moments-là où il faut savoir prendre le temps, justement, prendre le temps de l'enquête, prendre le temps d'examiner les faits. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est deux choses. Europe Écologie Les Verts a effectivement reçu en début d'été un signalement visant son secrétaire national Julien Bayou, émanant d'une de ses anciennes campagnes pour des violences psychologiques présumées. Une enquête interne est en cours. On ne sait pas à ce stade ce que cette enquête produira. Ces enquêtes prennent du temps, trop peut-être, et on sent évidemment, et c'est sans doute aussi le sens de ce que dit Sandrine Rousseau, une impatience très forte de la part des militantes féministes, notamment des femmes aussi féministes investies en politique, une impatience, voire une colère, voire une rage face à un sentiment d'impunité, d'immobilisme. MeToo, c'était il y a 5 ans, et effectivement, on a l'impression que le milieu politique n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, ne s'est pas donné les moyens de s'attaquer aux violences sexistes et sexuelles qui sont importantes en politique, comme dans tous les milieux, on le sait, et de l'ampleur du chantier qu'il y avait à lancer pour que ça s'arrête enfin. Cela peut provoquer des déclarations qu'on peut juger parfois imprudentes, parfois maladroites, mais elles s'inscrivent dans un contexte qui est celui-là et qu'il faut avoir en tête, notamment, encore une fois, pour quelques femmes politiques qui sont très peu nombreuses et qu'on interpelle tout le temps sur ces sujets. Cette affaire, elle fait suite à celle qui concerne le chef de file de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Il s'est mis en retrait de son poste au parti ce week-end. Il reste député. Il a reconnu justement ce week-end des violences contre son épouse, avec laquelle il est en procédure de divorce. Une enquête préliminaire a d'ailleurs été déclenchée pour violence conjugale, a été ouverte. C'est une affaire écrite sur Mediapart avec Sarah Brett qui relève les faiblesses de la France Insoumise. Pourquoi ? Eh ben d'abord, elle nous montre, et c'est pas toujours le cas, qu'il y a des désaccords internes qui peuvent s'exprimer au sein de la France Insoumise. Parce que suite à la mise en retrait volontaire d'Adrien Quatennens, poussée évidemment par le fait qu'une enquête préliminaire était ouverte, on a vu un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a salué la dignité et le courage de son dauphin désigné pour lui succéder. Une déclaration qui a évidemment choqué de nombreuses personnes en interne et qui, fait rare, se sont parfois exprimés publiquement pour le dire. On pense à plusieurs députés, notamment une députée de Dordogne, Pascale Martin, qui a fait une longue lettre expliquant en quoi c'était absolument contraire aux valeurs féministes de la France Insoumise et de la NUPES. Ça, c'est un premier point important. Le deuxième chose, c'est que cette affaire, elle nous dit aussi la faiblesse de l'organisation, la France Insoumise, de l'absence de cadre de délibération collective, d'endroits où on peut discuter face à une accusation comme celle-là, face à des faits aussi graves.
comment faire? Comment réagir? Que doit-on faire? Il n'y a pas de cadre de délibération collective de cet ordre, en fait, qui fonctionne réellement au sein de la France insoumise. C'est pourquoi c'est le mouvement gazeux qui a été voulu comme tel et qui montre là ses limites. Et peut-être le dernier point, cette affaire, elle montre aussi la difficulté des cellules d'enquête internes chargées de s'occuper des violences sexistes et sexuelles qui existent dans toutes les formations de gauche. Chez ELV d'ailleurs aussi. Exactement, chez ELV, au Parti communiste, au Parti socialiste, à la France insoumise. Et elles essayent de faire des choses, elles excluent, elles reçoivent des signalements, elles les traitent, c'est parfois suivi de sanctions, mais il faut bien le dire, c'est plus facile quand il s'agit d'un militant lambda que quand il s'agit du chef de parti. C'est le cas d'Adrien Quatennens, qui était le coordinateur de la France insoumise, ou de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Lénaïque, on lit beaucoup sur les réseaux sociaux depuis hier soir. La gauche donne des leçons en matière de violence sexuelle et en fait, voilà la réalité. Et c'est vrai qu'il y a cet enchaînement dont on parle depuis quelques jours. Ça ne concernerait donc que la gauche ? Mais évidemment non, on le sait, les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, elles existent dans tous les milieux, toutes les strates de la société, dans les entreprises, à l'école, en politique, dans les familles, tout ça est largement documenté par des milliers d'enquêtes de tous ordres, donc ça ne change rien en fonction de l'étiquette politique. Il suffit d'ailleurs, je vais donner juste un exemple pour l'illustrer, de citer le fait que 3 ministres des quinquennats d'Emmanuel Macron ont été visés pour des plaintes pour viol, Nicolas Hulot, Gérald Darmanin et Damien Abad. Donc ça montre bien que les accusations ne concernent pas que la gauche. Mais il est vrai qu'on voit bien quand même, par moment, une parole, en tout cas qui semble circuler davantage dans les formations politiques de gauche. Et ça s'explique en revanche, non pas parce qu'il y en a plus, mais parce que malgré tout, même si c'est difficile aussi dans les formations de gauche, qui sont loin d'être exemplaires, elles ont plus de porosité avec les mouvements féministes, elles ont plus de prise en fait sur ces sujets. Il y a quand même un peu plus d'espace, c'est un peu plus facile de dénoncer des faits de cet ordre, et c'est aussi parfois plus facile de mettre les mots, de savoir les mots à utiliser pour nommer ce qui vous est arrivé, pour pouvoir dire voilà, là ça me va pas, ça me plaint pas, surtout sur des comportements dont on s'est accommodé pendant des années, qu'on a accepté pendant des années sans trop oser se plaindre. Merci beaucoup Lénaïque Bredou, tu es responsable éditoriale aux questions de genre à Mediapart. On te lit bien sûr très vite, je crois, sur Mediapart. On va partir maintenant en Italie avec nos invités du jour. Ils s'appellent Romaric Gaudin, Cécile Debarge et Hélène Frappa. Les voici qui entrent sur ce plateau. Ce dimanche 25 septembre, les Italiens votent pour élire leurs députés et leurs sénateurs. Et les grands favoris du scrutin, ce sont les partis de droite et d'extrême droite réunis dans la même coalition. Ils sont menés par une femme de 45 ans qui s'appelle Giorgia Meloni, une femme de son temps, mais aussi une femme d'extrême droite, héritière assumée de la tradition fasciste. Ce scrutin, il sera observé évidemment dans toute l'Europe. Avec nous, Romaric Gaudin, salut, journaliste à Mediapart. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Tu reviens d'Italie, tu étais à Milan, dans le nord du pays, la semaine dernière, pour une série d'articles et de reportages que vous pouvez d'ailleurs lire sur Mediapart. Cécile Debarge, salut, tu es journaliste, tu es basée en Sicile la plupart du temps et tu couvres l'actualité italienne pour Mediapart et là tu es de passage en France, donc on est très heureux de t'avoir sur le plateau. Hélène Frappa, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, traductrice et critique de cinéma. L'Italie, le pays de votre papa, je crois, est très présente dans vos livres. Votre dernier roman, Le Mont Fuji n'existe pas, a été publié chez Actes Sud et comme dans beaucoup de vos livres ou de ce que vous écrivez, il y a des passages justement sur l'Italie. À tous les trois, rapidement, on peut se dire des élections dans la vie politique italienne, il y en a souvent, y compris par rapport à chez nous. Pourquoi celle-ci, donc, est particulièrement importante, Romaric ? Parce qu'en fait, cette fois, effectivement, il y a une coalition des 3 partis de droite. C'est une coalition historique en fait en Italie qui existe en fait depuis la Seconde République en 1994. La droite. Dire entre guillemets libérale, les étiquettes sont pas évidentes en Italie, mais voilà, la droite de Silvio Berlusconi, disons, les héritiers du mouvement néofasciste du MSI, et puis la Ligue du Nord, devenue la Ligue, donc des autonomistes maintenant devenus un parti d'extrême droite relativement classique. Mais là, la différence, c'est que effectivement, c'est le parti héritier du mouvement néofasciste, donc le Fratelli d'Italia,
qui devrait être la force la plus importante de la coalition. Et donc, on devrait avoir Giorgia Meloni comme première ministre si la logique parlementaire est respectée. Et ça, effectivement, c'est quelque chose quand même d'assez... C'est une vraie rupture, en fait, dans l'histoire politique italienne. Mais elle ne fera pas. Oui, c'est la victoire d'un terme, hein. Enfin, c'est la victoire d'un parti politique, mais d'un terme qui a fait beaucoup de dégâts, je pense, qui est ce terme de post-fascisme, qui n'a littéralement aucun sens, puisqu'en fait, il faudrait enlever ce poste. On parle de fascisme. Elle vient de là. Elle a Meloni, enfin, on va en reparler, je pense, mais elle a fait ses débuts à 15 ans, voilà, dans les mouvements de jeunesse, etc. Mais c'est vrai que il y a eu un moment où Almirante, donc qui était un fasciste, un ministre de Mussolini, a créé en 1946 le MSI, d'où vient Meloni, et a eu cette phrase assez géniale, hein, en disant toute personne née après la guerre ne pourra plus être qualifiée de fasciste. Elle sera post-fasciste. Et c'est à ce moment-là qu'arrive Fini, qui va prendre sa place, qui est né en 1952. Et donc, l'Italie invente ce terme qui a eu un succès dans le monde entier, on pourrait dire, hein, puisque pour moi, la notion de post-vérité qui a fait aussi élire Trump, elle vient de là, elle vient de l'Italie. Elle vient de cette manière de pervertir, de subvertir le langage. Et je pense que le langage tel que l'emploie Meloni est vraiment... je pense que c'est une tragédie ce qui se passe là en Italie, mais qui anticipe ce que nous sommes déjà en train de vivre en France et qu'il faut vraiment analyser. C'est crucial aussi pour la France d'analyser ce qui se passe là-bas. Cécile. C'est vrai que beaucoup de choses ont été dites par Romaric et Hélène. Il y a effectivement l'idée d'une élection de rupture, potentiellement, puisqu'on ne peut pas présumer des résultats qui seront ceux des urnes le 25 septembre. Je pense aussi qu'il y a un énorme fossé entre ce qu'on peut y projeter, nous, depuis la France, en y voyant une élection qui peut avoir un résultat grave. Enrico Letta du Parti démocrate parle d'un Brexit. Il dit cette élection, ça peut être notre Brexit. Et de l'autre côté, d'un des intérêts quand même relativement actés de la population italienne, des électeurs qui sont fatigués, c'est des choses qu'on aura l'occasion d'aborder plus tard, mais qui ont l'impression d'aller voter continuellement, d'y aller extrêmement souvent, et de ne pas forcément y voir la même gravité que nous, on peut en tout cas constater depuis la France et depuis nos postes d'observateurs. Pourquoi, Romaric, dit-on que l'extrême droite et la droite sont archi-favorites? Si j'ai bien compris, c'est pas juste une histoire de sondage, c'est une histoire aussi de système électoral. En fait, c'est assez arithmétique. Oui, en fait, le système électoral est divisé en deux parts. Il y a une part, à peu près un tiers des... Alors, en Italie, les deux chambres ont la même valeur. Il faut avoir une majorité à la Chambre des députés et au Sénat. Et dans chacune de ces deux chambres, on a des élections à l'anglaise, en fait, majoritaire à un tour pour un tiers des députés, et des élections à la proportionnelle pour les deux tiers restants. Sauf que les listes sont bloquées, c'est-à-dire que lorsque l'on vote pour un candidat au majoritaire, on est obligé de voter en fait pour une des listes de sa coalition. Bon, et donc en fait, ce qui se passe, c'est comme l'opposition est éclatée, puisque le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles n'ont pas réussi à se mettre d'accord, puisque en fait le mouvement 5 étoiles a participé à la chute du gouvernement Draghi et que Enrico Letta, le leader du PD, n'a pas voulu du coup s'allier avec eux. Et bien en fait, il y a une dispersion de l'opposition à la droite et à l'extrême droite, qui fait qu'en fait, on estime à peu près à 90% des sièges au scrutin majoritaire qui pourraient tomber en fait dans l'escarcelle de la droite et de l'extrême droite, comme par ailleurs ils devraient obtenir entre 35 ou 45%, bon ça on verra dimanche, mais les deux s'additionnant, en fait, la majorité est quasiment acquise. Et potentiellement une majorité assez forte. Ce sera une majorité assez forte. On a même on redoute même encore qu'ils aient la majorité des deux tiers nécessaires à changer la constitution italienne. Ce qui poserait évidemment d'autres sujets. Alors on va entrer dans le détail justement et voir de qui on parle, l'alliance électorale dont on parle. Les voilà, au centre, Giorgia Meloni, présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. À gauche, quelqu'un qu'on connaît bien, le sulfureux mania des médias, plusieurs fois Premier ministre Silvio Berlusconi, 85 ans avec son parti Forza Italia. Et puis à droite, Matteo Salvini, qui a été vice-président du Conseil, ministre de l'Intérieur de 2018 à 2019. Tony Truant, vice-président du Conseil, évidemment, dont les déclarations, notamment sur les immigrés, étaient évidemment commentées dans toute l'Europe. Son parti, c'est la Ligue du Nord, un autre parti d'extrême droite. Mais celle qui retient toute l'attention, c'est donc elle, Giorgia Meloni. En 2019, elle émerge sur la scène politique avec un discours remarqué. Précision importante, c'était lors d'un meeting à Rome contre les droits des personnes LGBT, baptisé
intitulé « Meeting de la fierté italienne ». Adesso chiaramente riparlano di togliere la dicitura padre e madre dai documenti, perché la famiglia è un nemico, l'identità nazionale è un nemico, l'identità di genere è un nemico, tutto quello che ci definisce per loro è un nemico. È il gioco del pensiero unico. Ci devono togliere tutto quello che siamo, perché quando non avremo più un'identità e non avremo più radici, noi saremo privi di consapevolezza, incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro gioco. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete, non me lo toglierete. Hélène Frappa, c'est notamment un des discours qui l'a rendu très populaire. Il y a tout dans ce discours, hein, la mise en avant d'une identité italienne attaquée, selon elle, et puis cette diatribe, je suis une femme, une mère italienne, chrétienne. Chrétienne, alors elle fait reposer effectivement, et c'est assez étonnant quand même, il y a un coup de force de religieux, même d'hégémonie religieuse, puisque pour elle, chrétienne, il faut traduire, ça veut dire catholique. Elle ne mentionne jamais les protestants, à ma connaissance. Donc l'Europe est censée être fondée sur le christianisme, c'est-à-dire en fait le catholicisme. Alors le catholicisme actuel, représenté par le pape actuel, François, lui plaît pas tellement, puisqu'il a quand même déclaré publiquement que le Vatican et la religion catholique n'étaient pas là pour dicter la vérité aux autres religions. Bon, du coup, elle s'adresse directement, elle retourne directement, elle fait référence toujours à Jean-Paul II, qui est la seule personne qu'elle cite dans son programme. Il y a une homophobie et une transphobie qui sont obsessionnelles chez Giorgia Meloni. Et il y a surtout une obsession de ce qu'elle appelle la déviance. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment analyser. Comme telle. Voilà, c'est dans son programme. On dit comment en italien? Pardon. C'est les déviantes, okay. Voilà. Et donc elle veut rééduquer et faire grandir, tout ça c'est des citations, une jeunesse saine et lutter donc contre toutes les formes de déviance de la jeunesse. Et la jeunesse, comme c'était le cas avec Mussolini, mais dans un contexte historique qui était très différent. Là, c'est plutôt un pays vieillissant, l'Italie. La jeunesse est vraiment le cœur de son programme dans cette idée de rééduquer. On n'est pas loin de la notion de camp de rééducation. La jeunesse contre toute forme de déviance, évidemment. Parmi ces déviances, il y a cette idée que, par exemple, alors elle a eu des discours beaucoup plus homophobes. Maintenant, elle essaye de lisser un peu l'homophobie, mais cependant, elle a encore très récemment dit clairement qu'il était hors de question, et c'est écrit dans son programme que les couples de même sexe qu'il n'y avait pas d'homoparentalité possible. Giorgia Meloni, Cécile Debarge, elle est entrée en politique il y a très longtemps. C'est pas du tout un nouveau personnage sur la scène politique, entrée en politique très précoce dans des mouvements de jeunesse qui sont les héritiers des partis fascistes. Oui, exactement. Et puis, on parle de Fratelli d'Italia, c'est pas un parti qui est né en 2019 quand on voit son discours, là, celui qu'on vient de voir à l'instant. C'est un parti, il a 10 ans, on est en 2012. Évidemment, elle a longtemps été considérée comme marginale dans le paysage politique italien. À la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, parce qu'elle a une manière de s'exprimer assez virulente. Elle incarne une espèce de violence dans le propos, dans les idées, qui n'était pas forcément en adéquation avec la communication politique de l'époque. Ça, c'est quelque chose qui a changé. C'est-à-dire qu'on arrive en 2022, 4 ans après les élections de 2018, où on a un personnage comme Matteo Salvini qui a complètement changé la manière de communiquer et de faire de la politique, qui, à travers les réseaux sociaux, s'est affranchi d'une espèce de bienséance qui, pendant longtemps, a quand même plus ou moins régulé les débats politiques italiens, même si, évidemment, ça ne s'est pas fait avec les mêmes tons qui sont ceux français. Et elle a poussé une porte supplémentaire, c'est ça? Voilà, et Matteo Salvini arrive au terme aussi d'années de berlusconisme, où on a un magnat de la télévision qui a tribune libre. À l'époque, les réseaux sociaux n'existent pas encore, mais où on a Mediaset, un groupe télévisuel qui lui permet d'avoir une tribune ouverte où il peut complètement s'affranchir des codes. Ça, c'est important parce que Giorgia Meloni, elle ne pourrait pas parler de manière aussi décomplexée, je pense, et être écoutée avec autant d'attention, malgré la virulence du discours, si elle n'arrivait pas au terme de ce parcours-là au sein du centre droit. Donc, on l'a dit, un engagement, je crois, à 15 ans, au Fronte della Gioventù, le mouvement de la jeunesse du MSI, le mouvement social italien qui était
créée en 1946 après la dissolution du parti fasciste de Benito Mussolini. 2 ans plus tard, elle prend la direction du mouvement assez vite. 2 ans plus tard, elle est députée et elle est même devenue la plus jeune ministre de l'histoire de la République sous Silvio Berlusconi. Elle a créé donc son parti et on va revoir une interview d'elle. C'était sur France 3, toute jeune militante d'extrême droite en 1996. Que pense-t-elle de Mussolini? Réponse. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas, ça, dans les politiciens qu'on a eu dans les derniers 50 ans. Filiation très claire, dans la filiation d'ailleurs de ce que disaient les dirigeants du parti auquel elle adhérait à l'époque. Elle assume clairement ce flambeau qui est d'ailleurs le flambeau fasciste, le logo de son parti. Oui, cette flamme qui fait référence effectivement au Duce, flamme qui est aussi bien celle d'ailleurs du drapeau du Rassemblement, du Front National, maintenant rebaptisé Rassemblement National en France. Moi, je pense que il y a eu 2 choses effectivement. Salvini est arrivé, il a même été à un moment surnommé la bestia. Donc, il avait quelque chose du côté de comment dire, dans le langage, dans le ton de pulsionnel qui renvoyait à Mussolini, qui avait cette espèce de côté, alors on a pu dire baroque, mais cette manière primaire, primitive, archaïque, primale de s'exprimer volontairement, une violence qui était comme ça à ciel ouvert. En même temps, Salvini, il est un peu selon moi, sa Marine Le Pen, c'est-à-dire que Salvini, tactiquement, il s'est complètement planté, à se demander si, comme un certain nombre de dirigeants en France, depuis de Jean-Marie Le Pen à sa fille, il n'y a pas, au fond, Alors, je ne vais pas faire trop de psychologie, parce que pour avoir lu récemment, du coup, pour préparer l'émission, l'autobiographie de Giorgia Meloni, j'ai fait vraiment littéralement une overdose de psychologie, parce que c'est vraiment... son autobiographie, c'est une espèce d'énorme soap à base d'un terme qui est quand même un terme maintenant auquel je suis devenue allergique, de ressenti, où tout le monde peut exprimer son ressenti, même s'il s'agit purement et simplement d'homophobie. Donc Salvini, il a eu en effet cette manière comme ça de faire de la politique, mais il s'est planté, c'est-à-dire qu'à un moment il s'est sabordé, il a été au pouvoir, il a été ministre, il a été vice-président du Conseil avec Conte, et puis il se saborde dans les grandes largeurs, et elle comprend à ce moment-là qu'il faut se dissocier, en fait. C'est là où elle a été... Qu'est-ce qu'elle fait de différent par rapport à lui? Parce qu'on voit bien la virulence des propos semble être la même, quand même. Elle ne rejoint pas l'alliance nationale de Draghi, en fait, à ce moment-là. Donc qui est le président du Conseil sortant. Elle fait semblant de s'opposer à Draghi, parce qu'en réalité, je ne suis pas spécialiste comme vous, mais de ce que j'ai compris, les milieux financiers milanais ont l'air de penser que Giorgia Meloni n'est pas tellement différente de la ligne Draghi. Non, apparemment, il y a effectivement plutôt une confiance. Alors parfois, on voit notamment sur la question de ce qu'on appelle le plan national de résilience, donc qui est le plan européen qui attribue des fonds à l'Italie. Elle a montré quelques réticences, elle veut le renégocier, etc. Donc ça, évidemment, les milieux d'affaires aiment moins. Mais grosso modo, il n'y a pas de doute en fait sur le fait qu'elle mènerait une politique plutôt favorable aux milieux d'affaires. Et d'ailleurs, le programme de la coalition de centre-droit est un programme néolibéral classique avec la flat tax, qui est une obsession de Salvini depuis des années et qui a été repris, avec la réduction de la bureaucratie, tous les poncifs que l'on connaît aussi à droite chez nous. Donc de ce point de vue-là, non, il n'y a pas de panique effectivement des milieux d'affaires vis-à-vis de cette... Mais il n'y a pas de panique en Italie. C'est un peu le problème global, peut-être qu'on y reviendra, mais il n'y a pas de panique dans la population non plus. En fait, il n'y a pas de panique. Malgré ce qu'on vient de voir, ce que dit Hélène Frappa, qui est juste, etc., la population, en fait, quand on va sur place, on n'a pas du tout le sentiment qu'on est à une semaine d'une rupture politique majeure et effectivement d'un basculement. Tout le monde acquiesce autour de la table. Cécile, comment on explique ça? Tu as fait beaucoup de reportages sur cette campagne. Il y a plusieurs choses, effectivement. Il y a le fait que le passé fasciste de Giorgia Meloni n'est pas du tout...
n'est pas un argument électoral en soi en Italie pour une partie de la population. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on répète depuis 10 ans, où effectivement on pointe son passé politique, tu l'as rappelé, mais il y a, alors je ne sais pas si c'est un espèce d'oubli collectif ou une lassitude, mais il y a de nombreux Italiens, en tout cas moi que j'ai rencontrés, qui disent il y en a marre de dire qu'elle est fasciste, elle est de droite, et qui ont même des difficultés à la qualifier de candidate d'extrême droite. C'est dire si effectivement la projection que nous, on peut avoir sur son programme n'est pas forcément perçue de la même manière en Italie. Et puis il y a une deuxième chose, c'est qu'on pourrait se dire, bon, alors si à droite, elle n'est pas perçue comme directement arrivant du mouvement fasciste, à gauche, il y aura quand même une espèce de prise de conscience massive avec une union, avec une forme de résistance, avec peut-être des oppositions. Ça, c'est pas et ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas vu. Ça a été parfois dit, mais dans les faits, on n'a pas vu de mobilisation massive. Il y a quelque chose qui était assez rigolo à regarder, c'était le mouvement des sardines, ce fameux mouvement qui avait fait la une de tous les journaux de la presse internationale. À l'époque, on est en décembre 2019, et le parti, donc la Ligue de Matteo Salvini, potentiellement peut arriver au pouvoir dans la région d'Émilie-Romagne, donc dans le centre-est, et traditionnellement, c'est un bastion quand même de la gauche. Il y a une très forte mobilisation, il y a ces fameuses sardines, on voit les places, lieux stratégiques en Italie, qui sont reprises par toute une foule de citoyens qui clairement expliquent que c'est une marée pour les droits. Voilà, une marée pour les droits humains. Ces mêmes sardines ont subi un coup d'arrêt assez phénoménal avec le Covid, avec les restrictions sanitaires. Le mouvement s'arrête. Le 10 septembre 2022, donc là on parle d'il y a quelques jours, les fameuses sardines, les héritiers de ces sardines d'il y a 3 ans se réunissent à Rome, on parle de 200 personnes. Or, leur idée, c'était vraiment de faire barrage, quoi qu'on en pense d'un point de vue politique, c'était d'avoir un mouvement citoyen qui fasse barrage aux idées de l'extrême droite. L'urgence... Donc il n'y a plus de barrage. L'urgence, elle est quand même là. La mobilisation citoyenne, elle est beaucoup plus évanescente. Hélène Fraba, vous pouvez rebondir là-dessus d'ailleurs, mais est-ce que le fait qu'il n'y ait plus de barrage, est-ce que, par exemple, l'aspect du genre joue un rôle là-dedans? Elle met beaucoup en scène le fait qu'elle en parle beaucoup, on l'a vu dans cet extrait, le fait qu'elle est une femme, ce qui est une évidence, ce qui est une réalité. Un peu d'ailleurs comme peut le faire Marine Le Pen en France. Parfois, elle reproche d'ailleurs à des médias, des opposants politiques d'être sexistes, de ne pas la laisser parler. Ce qui peut d'ailleurs se produire évidemment dans le cadre de la conversation médiatique. Est-ce que ça joue, le fait que par exemple ça peut être la première femme à diriger un gouvernement en Italie, est-ce que cet aspect du genre, il a une importance, ou est-ce que justement il permet d'édulcorer un certain nombre de ses propositions, par exemple politiques? Enfin, comment vous voyez cette réflexion autour du genre? C'est central, hein. Je pense qu'elle est la preuve de la théorie du genre en réalité, puisque c'est quand même la preuve que ce n'est pas parce qu'un parti est créé et dirigé par une femme que pour autant il va défendre les droits des femmes. C'est-à-dire que il faudrait vraiment être d'une grande naïveté pour assimiler femmes féminines. Oui, ses positions sur l'avortement, par ailleurs. Voilà. Alors, ses positions sur l'avortement, en fait, sont... Alors, juste pour, du coup, revenir à ce que je disais, terminer, parce elle s'est dissociée de Salvini à un moment. Elle a attendu dans l'ombre. Alors, on a vu tout à l'heure le fameux discours. Moi, ce qui me frappe comme écrivain, disons, comme quelqu'un qui suis obsédé par la manière dont les gens s'expriment, parce que la manière dont les gens s'expriment, c'est la manière dont les gens vivent. Et on le voit en France aussi bien, on le voit. Et moi, ce qui me frappe dans son programme politique, c'est le stade ultime d'une dévitalisation totale du langage. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de Salvini. Effectivement, la violence, la haine, pour le dire en un mot. Ce qui est frappant quand on voit Giorgia Meloni, c'est la haine qu'elle crache à la figure des homosexuels, de tous ceux qui ne sont pas chrétiens, enfin catholiques en vrai, ça fait beaucoup de monde, hein, de tous ceux qui ne sont pas io sono, je suis, elle le martèle pas comme faisait Pérec il y a longtemps, mais elle le martèle vraiment comme un marqueur d'identité. Elle est obsédée par cette question de l'identité, comme certains, c'est comme si à l'époque on avait eu un ministère de l'identité nationale, hein, qui a été un des moments de la honte, selon moi, de l'histoire de France. Bon, c'est cette prolongation-là, en fait. Dans son programme, en même temps, là où c'est très habile, c'est que c'est un langage qui en réalité est complètement technocratique. Alors il y a beaucoup de majuscules. Elle ne parle jamais du pays, elle parle de la nation.
Il y a l'idée de l'orgueil, il y a même un renversement pervers. Il y a Italian Pride, donc elle reprend des termes qui sont normalement censés être réservés à la Gay Pride. Mais effectivement, la question de la terreur, de l'homophobie, de tout je ne vais pas dire un impensé, parce que ce n'est pas du tout un impensé, de tout ce qui fait, on pourrait dire, l'identité italienne, c'est-à-dire le catholicisme est au cœur de son discours. C'est censé être un pays laïque, l'Italie, quand même, enfin, je veux dire constitutionnellement, d'après ce que j'ai compris. Cependant, il y a des cours de religion. Si les élèves ne suivent pas le cours de religion, ils ont le choix avec alternative, ça s'appelle comme ça. Alternative, ça veut dire qu'ils sont collés, concrètement. On les met au coin pendant 1 heure parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ce que décrivait Calvino, j'ai relu récemment un texte magnifique de Calvino qui raconte, Italo Calvino, le grand écrivain, qui racontait comment sa mère avait dû lutter dans les années 30 pour qu'il ne soit pas inscrit dans son cours de religion, se passe toujours de la même manière maintenant. Donc le catholicisme et cette religion qui, comme toutes les religions en réalité, est homophobe, traite mal les femmes, ce terme de déviance, il est au cœur du programme, mais il est aussi au cœur d'un programme national italien de ce point de vue-là. On va regarder les autres éléments de l'équation. Rapidement, on a parlé de lui, Matteo Salvini, sénateur de la Ligue du Nord, qui a été ministre de l'Intérieur en Italie. Un homme d'extrême droite qui s'est fait remarquer pour ses discours et ses décisions clairement racistes. Lui, en quelques mots, je ne sais pas, Cécile, Romaric, il est un peu en perte de vitesse aujourd'hui. Oui, il était très haut dans les enquêtes d'opinion il y a quelques années. La Ligue a atteint 30%, ce qui était assez incroyable pour un parti qui, au départ, était un parti autonomiste, qui a été fondé pour obtenir l'autonomie, voire l'indépendance à un moment de la padaniste, dans les années 90. Voilà. Et Salvini l'a transformé, en fait, en une forme de Front National italien. En fait, c'était son modèle, le Front National. Donc, le Front National de Marine Le Pen. Donc, il y a une sorte de symbiose avec le parti français. Et là, c'est vrai qu'après sa participation au gouvernement Conte, son soutien au gouvernement Draghi, il est en perte de vitesse, y compris dans certaines places fortes en fait du parti, notamment la Vénétie, où en fait les derniers sondages le donnent vraiment très très loin derrière Fratelli d'Italia, ce qui est plutôt vraiment ce qui serait vraiment un coup dur pour lui, parce que il voulait être Premier ministre. Changement d'hégémonie à l'extrême droite. Alors l'autre larron, c'est lui, le Frankenstein de la vie politique italienne, le baron des médias, Silvio Berlusconi, ancien Premier ministre, toujours dans le paysage, et qui se rêve en faiseur de roi. Voilà la façon dont le vieux politicien de 85 ans, vous allez voir, s'adresse aux jeunes électeurs sur TikTok. Astérisque, il a été condamné pour prostitution de mineurs. Voilà comment il s'adresse, donc comme le vieux tonton gênant au bout de la table. E adesso mi rivolgo a chi di voi ha più di 18 anni per chiedervi cosa? Di presentarmi la vostra ragazza? Ma che? Chiedo che andiate a votare il 25 settembre prossimo et che votiate per me. Berlusconi qui a une façon bien à lui de s'adresser aussi aux électrices italiennes. Decidete per chi votare il 25 settembre. Quel giorno, in quanto cittadine e in quanto donne, avrete tutto l'interesse a dare il vostro voto a Forza Italia. A noi, a me, che non sono solo più bello di Letta e che per tutta la vita sono andato a caccia del vostro amore. A me che sinora ho mantenuto sempre le nostre promesse elettorali. Grazie e auguro a tutte voi serenità, salute, gioia e amore. Alors Cécile, on hésite là, c'est vrai, entre le rire et en même temps un peu la consternation, ce très vieux monsieur qui enchaîne des blagues sexistes. Et en même temps, il est sur TikTok. Et il fait cette campagne sur TikTok. Et en même temps, il est sur TikTok. Et en même temps, sa première vidéo sur TikTok, elle a été vue plus de 9 millions de fois. Son compte est ultra suivi. Chaque fois qu'il fait une vidéo, ça s'est repris énormément. Et pour lui, c'est un outil politique. On pouvait être un petit peu sceptique. Au début, je l'étais en tout cas en voyant qu'il arrivait sur TikTok, qu'il a rebaptisé TikTok Tac. Enfin, voilà, dès le début, il y a la volonté de faire rire un électorat jeune et moins jeune, puisqu'après, effectivement, il s'adresse à l'électorat féminin dans des tons qui peuvent vraiment être absolument stupéfiants vu de l'extérieur. Maintenant, je souris parce que
à force de vivre en Italie depuis maintenant de nombreuses années, c'est malheureusement la réaction qu'il produit, c'est-à-dire qu'il fait sourire. Ces condamnations, elles ont tellement scandé la vie politique pendant des années que c'est quelque chose qu'on ne répète pas en permanence, et donc c'est un peu ça. Oublié. Oui, il y a quelque chose de l'ordre de ce bon vieux Silvio Berlusconi. Et quand on regarde par exemple les commentaires en dessous de ces vidéos TikTok, on pourrait se dire non mais là il a fait la blague de trop, puisque parfois c'est des blagues sur des dirigeants politiques, sur Biden, sur Poutine, où il raconte des petites anecdotes, d'autres où il chasse une mouche qui est devenue virale. Enfin, alors, on pourrait se dire il est hors sujet tout le temps, et pourtant non, il est suivi, il attire de la sympathie. C'est ça son argument majeur. Justement, est-ce que c'est encore une campagne où il est question de politique? On voit bien des thèmes avancés par l'extrême droite de façon extrêmement claire, sur les fondamentaux de la tradition fasciste italienne, et en même temps, une campagne est beaucoup faite sur les réseaux sociaux. Quels ont été les thèmes, s'il y en a, qui ont été un peu centraux, ou alors est-ce que ça a juste été justement des performances dans tous les sens, et la performance de la droite et de l'extrême droite, Romaric? Non, je pense que vraiment, il faut se garder d'une vision un peu aussi caricaturale des élections italiennes et de la campagne des élections italiennes. C'est-à-dire que les Italiens ont une panique. La panique, c'est pas l'arrivée du fascisme, c'est l'inflation. C'est vraiment la peur. Ils en ont parlé eux aussi, ces candidats de droite. Oui, tout le monde en parle en fait, et tout le monde est un peu d'accord pour trouver des solutions. Alors évidemment, après il y a des nuances, mais grosso modo, c'est quand même le point sur lequel en fait tous les électeurs sont là pour le coup réellement en panique, la vie chère, les factures chères. En plus qu'en Italie, les prix du gaz sont plus élevés. Sont traditionnellement plus élevés qu'ailleurs. L'Italie était assez dépendant du gaz russe, donc il y a aussi un élément vraiment qui a joué, qui a été au centre d'une polémique au sein justement de la coalition de centre-droit sur les sanctions contre la Russie, et vraiment en fait, mais ça fait partie en fait de la démobilisation aussi de l'électorat, c'est-à-dire que pour une grande partie des électeurs italiens, cette préoccupation-là, les hommes politiques italiens ne peuvent pas en fait y répondre. Il y a ce sentiment que la politique est impuissante en fait, et donc il y a ce sentiment que soit on va pas aller voter parce que de toute façon ils peuvent rien faire, soit on se fait plaisir quoi. Et donc effectivement à ce moment-là, enfin se fait plaisir, je comprends entre guillemets, et donc on se laisse aller à écouter les discours de Meloni qu'on vient d'entendre. Donc ça participe aussi d'une certaine façon à ce mouvement qu'on a décrit précédemment. Même si effectivement il y a cette obsession sur l'inflation qui est bien présente quand même. Ouais, c'est quelque chose qu'on sent beaucoup dans la campagne. Oui, c'est le grand thème de campagne, c'est le thème de campagne qui est le plus important pour les électeurs italiens, puisque parfois il y a quand même une différence entre les thèmes mis en avant par les hommes politiques et ceux qui importent aux électeurs. Effectivement, beaucoup se demandent de combien vont être les factures. Les associations, grosso modo, de consommateurs estiment qu'elles pourraient doubler en 2023. Voilà, sachant qu'elles étaient très, très élevées. Déjà, moi en vivant en Italie, les personnes que j'ai autour de moi, parfois n'allumaient pas le chauffage parce que ça ferait des factures trop chères, continuent à se chauffer, alors je parle du sud de l'Italie bien sûr, mais avec des convecteurs à gaz, avec des bonbonnes de gaz, donc on est dans des situations qui étaient parfois à la limite de la précarité énergétique. On peut quand même vraiment légitimement s'interroger sur ce que ça va être cet hiver et plus encore à partir de 2023. Qu'est-ce que ce gouvernement peut faire, à votre avis, va faire? Est-ce qu'on a une rupture claire en Europe, par exemple, déjà en Italie? Est-ce qu'il y a des politiques qui sont mises en place qui sont problématiques au niveau des droits humains, selon vous, ou est-ce qu'on n'en sait pas du tout à quoi ça va ressembler, et est-ce qu'il y a des possibilités de rupture par rapport à l'Union européenne? Je vais vous montrer quand même cet extrait avant qu'on en parle. Giorgia Meloni qui tente justement avant son élection de rassurer l'opinion internationale et aussi les gouvernements européens internationaux avec une déclaration en plusieurs langues et notamment en français. Bonjour à tous, je suis Giorgia Meloni, j'ai 45 ans et je suis la présidente de Fratelli d'Italia, le parti politique des conservateurs italiens. Depuis plusieurs jours, je lis des articles dans la presse internationale sur les prochaines élections qui donneront à l'Italie un nouveau gouvernement dans lesquels je suis décrite comme un danger pour la démocratie, pour la stabilité italienne, européenne et internationale.
J'ai lu que la victoire de Fratelli d'Italia aux élections de septembre conduirait à un désastre, à un tournant autoritaire, à la sortie de l'Italie de l'euro et à d'autres absurdités de ce genre. Rien de tout cela n'est vrai. Mais je sais très bien que ces articles sont inspirés par les puissants circuits médiatiques de la gauche, qui ici en Italie est très fort dans les rédactions de journaux et dans celles des programmes de télévision, mais qui est une nette minorité parmi le peuple italien. Alors, Hélène Frappa, vous dites ça peut être une rupture majeure, ce qu'ils veulent appliquer s'ils suivent leur programme. Oui, d'ailleurs, une des choses qui, dans ce langage technocratique peu clair de son programme est très clair, c'est reprendre la tutelle de l'audiovisuel public, donc ça a le mérite d'être très explicite. Et puis, elle emploie un terme, moi, que j'avais, enfin, qui je pense est nouveau quand même. Enfin, il est nouveau, il n'est pas nouveau, il remonte à la période mussolinienne, mais elle dit qu'elle veut recréer un nouvel imaginaire italien, un nouvel imaginaire national. Donc ça, c'est quand même un programme. Enfin, le fascisme, c'est vraiment appuyé sur une manière de modifier la langue italienne, de modifier l'architecture italienne, de passer aussi par toute une symbolique. Alors, dans le programme de Meloni, il s'agit de lutter contre les iconoclasmes. Alors là-dessus, ce débat théologique, je ne vois pas très bien ce qu'il vient faire dans son programme. Mais je pense qu'elle a déjà gagné d'une certaine manière. Et quand on voit que Marion Maréchal est mariée avec l'idéologue de la Ligue, qui a eu tout à fait du nez, enfin, qui a stratégiquement lâché la Ligue au moment où Meloni lâchait la Ligue pour rejoindre justement Meloni, le scénario français, moi je trouve qu'il est déjà en train de s'écrire et presque déjà écrit aussi. Voilà pour le scénario français. Romaric, est-ce que sur la question européenne, par exemple, elle dit je ne veux pas sortir de l'euro. Sur la question de l'énergie, qui est une grosse question pour les Italiens, tu en as parlé, est-ce que là, il faut s'attendre à des batailles avec l'Union européenne ou au contraire, ça risque d'être un peu différent? En théorie, la droite italienne n'est pas europhobe au sens où on peut l'imaginer, c'est pas l'UPR, quoi. Il y a un parti qui s'appelle Italexit qui veut sortir de l'Union européenne, mais c'est pas du tout le programme du centre droit. D'ailleurs, Salvini avait comme ambition jadis de sortir aussi de l'euro. Il a abandonné ça avec la pratique du pouvoir, etc. Donc, on n'est pas là-dessus. Ce que dit Meloni, c'est qu'elle veut en fait rétablir l'Italie au niveau finalement de la France et de l'Allemagne, qui sont pour elle les deux grandes puissances de l'Union européenne. Et donc, je pense qu'il y a un lien avec ce que vient de dire Hélène Frappa, c'est-à-dire elle va essayer en fait d'imposer à l'Union européenne cette modification de politique intérieure, notamment en termes d'identité, etc. Son modèle, finalement, c'est la Hongrie. C'est d'ailleurs, il y a quelques jours, la Ligue et Fratelli d'Italia ont voté contre la décision du Parlement européen de condamner la Hongrie. Voilà, donc elle est sur ce plan-là, mais c'est vrai qu'elle envoie beaucoup de signes pour essayer de rassurer, notamment de continuer à toucher les milliards de l'Europe, concrètement, voilà. Parce que l'Italie a été quand même extrêmement aidée par l'Europe, notamment après le Covid. Donc elle ne veut pas renoncer à l'argent européen, tout en essayant de subvertir effectivement l'Europe. Alors moi, quand j'entends des fois des juristes dire, ou même pas des juristes, elle ne pourra pas le faire, elle ne pourra pas le faire. Elle est déjà en train de le faire. On avait une discussion il y a quelques mois ici sur ce plateau, avant le deuxième tour de la présidentielle. Faut que tout le monde se réveille d'une certaine manière, c'est déjà trop tard, et c'est très grave en fait, et que les Français comprennent vraiment que ce qui se passe en Italie arrive toujours en France. Vous dites c'est un labo, c'est un laboratoire politique. Depuis la Renaissance, depuis même, on pourrait dire l'Empire romain, s'il faut remonter. Donc voilà, il faut vraiment être attentif à ce qui se passe là, et être touché par ce qui se passe là, parce que elle est très intelligente tactiquement. Donc, est-ce qu'elle va être capable de garder l'argent européen tout en transformant, tout en gardant le fric et en faisant une Europe chrétienne, blanche, hétérosexuelle, fondée sur la famille, catholique, etc. Là où elle en est, moi je dis tout est possible. Enfin, le danger est là. Même si les dissensions, Romaric, tu le dis dans un article de Mediapart, commencent à apparaître sur quelques sujets déjà. C'est-à-dire qu'ils sont déjà pas au pouvoir, qu'il y a déjà des dissensions. Oui, alors après il y a un élément tactique, c'est aussi ces dissensions permettent d'avoir un effet un peu où je rafle tout, les pro-russes, les anti-russes, voilà, finalement il y a tout dans la coalition, donc on peut rafler. Mais c'est vrai aussi que, encore une fois, j'ai dit Salvini, il voulait être Premier ministre, donc jusqu'à quel point il va accepter
accepter, jusqu'à quel point il va accepter aussi sa défaite dans ses bastions dans le Nord. Les coalitions en Italie, elles finissent rarement les législatures, voire je crois jamais. Donc on verra. Peut-être là, ça va être une exception, mais on verra. Tout petit mot, il y a évidemment un camp politique au sens large dont on ne parle pas du tout là ce soir, c'est la gauche. On a dit que la résistance à cette résurgence ou ce retour du fascisme était assez faible, en tout cas quand il y a des manifestations par exemple. Alors la gauche, faut s'entendre sur ce dont on parle, mais c'est quoi? C'est une opposition à cette coalition là complètement laminée. C'est des partis qui n'ont plus l'écho de la population, qui sont au contraire juste trop divisés pour pouvoir peser? Je pense effectivement qu'il y a un problème de division de la gauche en Italie, mais il y a aussi une victoire idéologique de la droite qui a réussi à imposer ses thèmes, qui a réussi à imposer son tempo, et qui, sur des grandes réformes qui seraient nécessaires en Italie, ne laisse pas trop d'espace à la gauche. Je pense par exemple à la réforme de la loi sur la nationalité. Ça n'a pas été réformé depuis 1992. Selon l'Institut national de statistique, on parle à peu près de 1,3 million de mineurs, donc soit nés en Italie de parents étrangers, soit arrivés dès leur plus jeune âge en Italie, qui ne peuvent pas accéder avant leurs 18 ans à la nationalité italienne. Ça pose tout un tas de soucis administratifs. Et la gauche, le centre-gauche, le centre n'ont rien fait quand ils étaient au pouvoir. Ça devait être discuté au Parlement juste avant que le Parlement soit dissous. Il y avait énormément d'attentes, puisque ça fait 20 ans que ces jeunes attendent, et le thème a été totalement absent de la campagne. Or, il y a une crise démographique importante en Italie. Voilà, ça, c'est des thèmes qui ont été absents. Sur l'environnement, on a une gauche qui est extrêmement frileuse, extrêmement fébrile, alors que l'Italie a connu des catastrophes naturelles comme rarement. Le Sud a un climat qui se tropicalise. Dans les marches, on l'a vu il y a quelques jours, 40 cm de pluie en une nuit, plus de 10 morts, enfin 10 morts et plusieurs disparus. Voilà, ça, c'est des thèmes où il y a une urgence quand même, où la gauche aurait pu idéologiquement avoir un poids et qu'on a senti absent dans cette campagne. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Romaric, Cécile, on vous lit sur Mediapart. On peut déjà vous lire et on vous lira dans les jours prochains. Hélène Frappa, votre dernier livre, Le Mont Fuji n'existe pas, c'est chez Actes Sud. On passe aux 24 heures. Et donc à 24 heures, 100% Italie pour le coup. Voilà les articles et les enquêtes que vous pouvez lire sur Mediapart pour prolonger Berlusconi, Frankenstein de la vie politique italienne. C'est pas de moi, justement, c'est dans cet article. Confusionnisme du mouvement 5 étoiles, drame des gauches. L'historienne Stéphanie Prezioso explique les racines du mal post-fasciste en Italie. Alors post-fasciste ou fasciste, Hélène Frappa, on verra. Entretien avec Fabien Escalona. Romaric, l'élection n'est pas encore passée, mais sur Mediapart, tu nous expliques comment la coalition de droite et d'extrême droite commence à se fissurer. On en parlait tout à l'heure. Voilà qui donne le ton pour la suite. On peut lire aussi ton article sur le mécanisme assez infernal quand même d'une élection très complexe. Cécile, tu as aussi publié cet article passionnant, je vous le recommande, sur la façon dont la question russe a fait irruption dans la campagne électorale. Sur fond de hausse des prix du gaz, certains dénoncent l'ingérence de Moscou et d'autres, notamment l'extrême droite, beaucoup moins. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous le savez, cette émission en accès libre n'est possible que grâce à vos abonnements. Vous pouvez aussi nous faire des dons. Ça se passe sur la page article de cette émission sur Mediapart. Il suffit de cliquer. Vous pouvez nous faire un don. À très vite sur Mediapart.